Cette semaine, à info.tvc, c'est le lancement de la campagne de financement au profit de l'Église Saint-Pierre-du-Lac de Valbriand. En janvier prochain, vous sera présentée la 26e édition du Téléradioton de la ressource. On vous parle de la campagne 2022 de Centraide Bas-Saint-Laurent et du soutien apporté dans la Matapédia. Connaissez-vous l'initiative Les Éclaireurs? Elle vous sera présentée et expliquée. Et on termine en faisant le bilan de la saison touristique 2022 avec Tourisme Gaspésie. Bonne émission! Ici Marc Baudouin, bienvenue à info.tvc, édition du 16 décembre. Cette semaine aussi, nous avons une émission bien remplie à vous présenter, alors on débute sans plus tarder avec les actualités matapédiennes. Le pompier volontaire Patrick Guimont, accusé de conduite avec plus de 80 mg d'alcool dans le sang et les capacités affaiblies ayant causé des lésions, a comparu au palais de justice d'Amqui la semaine dernière. Lors de la séance, Patrick Guimont a plaidé non coupable au chef d'accusation qui pèse contre lui. Maître Caroline Bérubé, avocate de l'accusé, a demandé qu'une enquête préliminaire soit effectuée avant le procès pour lui permettre d'interroger des témoins. L'enquête préliminaire aura lieu le 3 avril. Rappelons que l'événement est survenu le 21 août dernier, alors que le camion-citerne du service de protection incendie de la MRC de la Matapédia est entré en collision avec une camionnette sur l'avenue du Parc à Amqui. Le chiropraticien Olivier Chagnon a comparu au palais de justice d'Amqui le 7 décembre dernier. Selon le procureur du DPCP au dossier Simon Blanchette, l'accusé a plaidé non coupable au chef d'accusation d'agression sexuelle et de contact sexuel sur une personne âgée de moins de 16 ans. Le propriétaire de la clinique Axe Santé Optimale d'Amqui sera de retour au palais de justice pour une enquête préliminaire le 6 février prochain. Rappelons qu'il est également accusé de production et possession de pornographie juvénile, dont il reviendra en cours ultérieurement pour la suite des procédures dans ces nouveaux dossiers. En octobre dernier, les copropriétaires du dépanneur JLS Villeneuve de la route 132 Ouest à Amqui ont écrit une lettre au ministre de l'Environnement afin de régler un litige en lien avec l'approvisionnement en eau potable. L'entreprise a été informée que l'article 34 de la Loi sur la qualité de l'environnement stipule que tous les prélèvements d'eau qui sont légalement effectués depuis le 14 août 2014 peuvent être poursuivis dans les mêmes conditions pour la période de 10 ans qui suit cette date ou pour une période supérieure. À moins d'un avis contraire, l'entreprise pourra poursuivre ses activités sans recevoir de pénalité. Rappelons que le dépanneur JLS Villeneuve connaît des déboires avec le ministère et la ville d'Amqui depuis les tout débuts du projet en 2016. En 2017, un compteur d'eau a été installé pour démontrer que l'utilisation du nombre de litres d'eau utilisés par jour n'excède pas 5 800 litres. Étant donné que le nombre de litres d'eau utilisés par l'entreprise est évalué à moins de 1 000 litres par jour, l'autorisation des activités doit alors provenir de la ville d'Amqui, une autorisation que l'entreprise n'a toujours pas reçue à ce jour. Le 21 décembre prochain marquera la journée d'ouverture du relais de la coop de solidarité des vents de Sainte-Marguerite-Marie au 15 route La Vérandrie. Le service de bar ne pourra être offert pour le moment, mais vous pouvez vous y arrêter pour prendre un repas. Un menu varié vous y attend. Pour tout connaître des heures d'ouverture et du menu, vous pouvez consulter la page Facebook Coop de solidarité des vents de Sainte-Marguerite-Marie. Le gala reconnaissance de la Chambre de commerce de la MRC de la Matapédia sera de retour pour une 5e édition en 2023. Les entreprises qui désirent se faire valoir sur le tapis rouge ont jusqu'au 31 décembre pour remplir le formulaire de demande du cahier de candidature. Celui-ci sera accessible via le site Web de la Chambre de commerce. Les cahiers seront envoyés aux entreprises à partir du 9 janvier. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Karine Deschaines par téléphone
au 418-629-5765 ou par courriel à l'adresse que vous voyez au bas de l'écran. Voici maintenant les résultats sportifs. Dans la Ligue de hockey senior Desjardins de la Gaspésie, samedi dernier, avait lieu le match en rose du bar laser de Causes-Abscales. L'équipe matapédienne a subi un revers de 5-0 contre le Bois BSL de Montjoly. Mais la grande gagnante de la soirée fut l'Association du cancer de l'Est du Québec qui s'est vue remettre un montant de 2050 $. Rappelons que tous les profits de la soirée servaient à soutenir la cause du cancer. Du côté de la Ligue interrégionale de hockey féminin, les Cyclones M18 du Bas-Saint-Laurent ont participé au tournoi provincial de hockey féminin de Québec les 8, 9 et 10 décembre dernier. L'équipe a atteint la finale, mais a terminé en deuxième place après s'être inclinée 2-0 contre les Citadelles de Québec. Le prochain match aura lieu ce samedi 17 décembre à Saint-Fabien contre les Huskies de Chaudière-Appalaches. Les nageuses du club de natation Nataqui ont très bien performé lors de leur participation au défi Nez Rouge UL à Québec en fin de semaine dernière. Les jeunes de 12 ans et moins ont effectué une belle récolte de médailles. Béatrice Lévesque est revenue avec une médaille d'or aux 100 mètres brasse et 3 médailles d'argent aux 50 mètres d'eau, 50 mètres brasse et 100 mètres 4 nages, et 2 médailles de bronze aux 100 mètres libres et 100 mètres d'eau. De son côté, Nora Duhamel a récolté une médaille d'argent aux 50 mètres papillon et une médaille de bronze aux 200 mètres libres. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes. Restez à l'écoute, on parle d'une campagne de financement pour la réparation de l'église Saint-Pierre-du-Lac de Valbriand. Construite de 1914 à 1916, l'église de Saint-Pierre-du-Lac à Valbriand, qu'on surnomme la cathédrale de la vallée, est considérée comme un joyau patrimonial et architectural. De style néo-gothique, elle est l'œuvre de l'architecte René Pamphile Lemay. Avec les années, la construction montre des signes d'usure et un comité de financement a été mis en place pour entreprendre une grande collecte de fonds. Je suis en compagnie du président du comité de financement, Georges Sirois. Bonjour, M. Sirois. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Donc, vous avez parti une campagne de financement pour les rénovations du bâtiment de l'église Saint-Pierre-du-Lac. Dites-nous, c'est quoi l'état de l'église présentement? L'église est assez je voudrais qu'elle est en très bon état. Sauf que le recouvrement extérieur des clochers a besoin un peu d'amour, si on veut, pour les mettre à niveau. Dans le fond, c'est des réparations normales dues à cause de l'âge, parce que l'église a plus de 100 ans. Oui, c'est ça. L'église a été construite de 1914 à 1916. Donc, oui, c'est le revêtement extérieur qui a besoin que les joints soient retirés. Certaines pierres, des contreforts ont fissuré avec les années, donc il faut les remplacer. Donc, c'est une mise à jour normale là, pour un bâtiment de cet âge-là. Et puis, des réparations de la sorte, ça peut se chiffrer à combien? C'est au-delà d'1 million de dollars. On n'a pas encore le chiffre exact parce qu'on n'a pas de soumission de contracteur, mais c'est au-delà d'1 million de dollars. Donc, c'est cet argent-là qu'il faut récupérer. Là, c'est sûr que vous faites une campagne de financement pour ramasser des dons, mais vous allez aussi faire des démarches auprès du gouvernement. Oui, auprès du patrimoine religieux. Notre Église, elle est cotée C supérieur. Elle fait partie de l'inventaire du patrimoine bâti de la MRC également, comme bâtiment exceptionnel. Donc, ce qu'on veut, c'est préserver ce bâtiment exceptionnel-là pour les générations futures. Donc, elle est éligible à des subventions auprès de certains organismes. On est à faire les démarches présentement. Ça peut représenter 70 des coûts qui est subventionnable. Donc, il reste un 30 à récupérer dans le milieu. Bon, c'est ce 30 %-là c'est pour ça que vous ouvrez la campagne de financement. Et puis, fait que vous invitez les citoyens de Valbriand et tous les gens de la Matapédia là, qui veulent contribuer. C'est quoi votre objectif? L'objectif est au-delà de 300 000 c'est sûr que oui, Valbriand, c'est une petite communauté. On va espérer avoir les anciens de Valbriand qui contribuent, puis tous les gens qui aiment le patrimoine bâti. Je pense qu'on a un joyau dans la Matapédia. C'est un bâtiment de pierre exceptionnel. Alors, je pense que de donner un petit coup de main pour le préserver,
On aura différents moyens de financement, dont un site web qui sera bientôt lancé. Justement, comme on parlait aussi, pas nécessairement d'être obligé d'être pratiquant, c'est juste de dire, regarde, on veut conserver un patrimoine. C'est ça. À Val-Bréand, quand on parle aux gens du village, ils sont très fiers de leur église, du patrimoine, de ce bâtiment qui fait partie depuis longtemps du milieu. C'est le cœur du village. Mais c'est ça, c'est pas nécessairement... comme je disais l'autre jour, il faut d'abord sauvegarder l'extérieur si on veut utiliser l'intérieur. On verra plus tard ce qu'on fait avec si jamais elle ne sert plus d'église. Mais au moins, il faut être capable d'avoir accès à ce bâtiment-là. Puis en le préservant l'extérieur, bien, ça va permettre d'utiliser l'intérieur. Parce que des bâtiments comme celui-là, il n'en reste plus beaucoup. Non, des bâtiments de cette ampleur-là, de ce style-là, il n'y en a pas beaucoup. Puis surtout de cette qualité-là, quand même très bien au niveau des infrastructures, de l'entretoit, c'est vraiment en bon état. Il reste simplement à s'occuper des pierres extérieures. C'est dommage, on a une église avec 2 clochers, donc c'est ce qui fait que les coûts sont très élevés, là. Et là, présentement, les réparations qui sont à faire, c'est quand même des réparations, c'est les réparations normales d'usage, mais elles sont quand même importantes aussi parce que je pense que ça pourrait avoir des répercussions importantes s'ils ne sont pas faites. Ah, c'est sûr que si on laisse aller d'ici 4-5 ans, s'il y a des pierres qui commencent à tomber, on va fermer l'église, on n'aura plus accès. Donc c'est pour ça qu'il faut les faire. Puis les pluies qu'on a, les pluies d'hiver avec le gel, dégel, ça accentue un peu le vieillissement des pierres, alors il faut faire le travail assez rapidement. Donc, si on veut aider à sauver ce beau bâtiment, comment on doit procéder? Bien, comme je vous ai dit, il y a un site web qui va être lancé. Il y a une campagne de financement avec je ne le dirai pas, là, mais un plan de financement qui va être aussi présenté. Mais on veut aller aussi au niveau des familles. On veut permettre aux familles qui sont de Val-Bréand ou anciennes de Val-Bréand de pouvoir dire, bien, nous, la famille, on va se réunir pour on va organiser une activité pour aider l'Église. Fait qu'ils ne sont pas obligés de prendre l'argent dans leur poche, ils peuvent créer une activité puis récolter des sous puis nous la remettre ensuite. C'est sûr qu'il y a des dons tous les dons qui seront faits, il y auront des reçus de charité, bien entendu. OK, fait que c'est ouvert. Les gens qui... des fois, c'est plus facile de faire une activité, puis les gens participent, puis donnent des dons comme ça. Donc, dans le fond, tous ceux qui veulent préparer des activités sont les bienvenus? Ah, bien sûr, on est ouvert à toutes sortes de solutions puis pour nous aider. Puis ils peuvent me contacter sans problème, là. Je peux répondre à leurs questions. Puis des fois, c'est juste un petit événement, puis nous, on n'a pas de grosseur de montant, là. Tous les montants sont importants. Fait que là, on invite les gens à être généreux puis à aider à la rénovation du bâtiment. Oui, tous les gens qui aiment le style de cette église-là, le patrimoine religieux ou le patrimoine local, on est ouvert on les remercie s'ils veulent contribuer, puis ça nous fera plaisir de bien l'investir. Georges Sirois, merci beaucoup, puis une bonne campagne, puis on espère que vous allez atteindre vos objectifs. Merci beaucoup, puis nous aussi, on espère atteindre nos objectifs. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le président du comité de financement, M. Georges Sirois, au 88 742 3424. Pour faire un don, le site sera bientôt accessible. Préservons notre Église. En 2023, la ressource d'aide aux personnes handicapées du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, revient avec sa campagne de financement. Pour nous en parler, je suis en compagnie de Thérèse Sirois, qui est la directrice générale de l'organisme. Bonjour Thérèse. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Toi aussi? Oui, ça va très bien. Donc, c'est le retour de l'événement spectacle et du télé-radioton pour une 26e saison. C'est pas rien, hein? Après 26 ans, on peut considérer que c'est une formule gagnante. Bien, je pense que oui. En tout cas, on a pris de l'expérience un peu. On sait un peu plus comment faire. Mais effectivement, puis là, bien, cette année, on est tellement content de retourner en salle, de retrouver les gens, de pouvoir faire un show là, live. Puis c'est comme en 2 parties, notre télé-radioton, on a appris ça au fil du temps que c'était préférable de faire une captation, puis de laisser du temps au montage après là, pour quand les gens vont le voir ensuite, le télé-radioton le 22 janvier dans les télés, que tout soit bien enrobé, si on veut. Oui, c'est ça, parce qu'avec les dernières années, avec la pandémie, vous avez dû modifier un petit peu la formule, mais là, on revient en présentiel. Et d'ailleurs, l'événement spectacle va avoir lieu le samedi 14 janvier 2023. C'est bien ça. Donc, à quoi on peut s'attendre cette année comme pour l'édition 2023? Bien, encore une fois, cette année, c'est Nelson Mainville qui est à la direction artistique. Fait que Nelson a utilisé ses contacts et fait aller
sa persuasion afin de trouver des artistes de grand renom encore une fois. On est bien heureux. On va avoir avec nous Patrice Michaud. On va avoir Pierre Flynn qui sera là, qui sera des nôtres également. On a Émile Cloutier qui sera là aussi du côté féminin. On a Marina Orsini qui va surprendre les gens avec sa belle voix. Marina, c'est quelqu'un qui est pleine de talent, cette femme, en plus d'être comédienne, animatrice. Elle chante aussi tant qu'à faire. Fait que là, on va découvrir son côté chanteuse. On va découvrir ça tout à fait. Et Katia Darèche, qui est la fille de Paul Darèche, qui sera des nôtres. D'ailleurs, Katia, c'est un peu elle qui a inspiré la thématique là, pour cette année, plus loin, voire plus loin avec le cœur, parce que Katia est une personne non-voyante qui fait son bonhomme de chemin puis qui fonce dans la vie. Sinon, du côté de la région, je vous dirais, on a notre Julie Hood nationale, qui est notre choriste depuis 13 ans, mais qui est aussi une auteure-interprète là, de grande qualité, qui sera là aussi là, dans les prestations. Et tout ce beau monde-là seront bien sûr là, accompagnés par notre orchestre maison, notre Biz Band, qui, avec Marianne, sous la direction de la chef Marianne Arsenault. Donc, ça promet d'être une belle soirée. Et à quel endroit ça va se produire, ce spectacle? Salle Desjardins TELUS à Rimouski, le 14 janvier, à compter de 19h30. Les billets sont déjà en vente. Les gens peuvent se les procurer directement par le site Internet de Spector ou encore sur notre site Internet à la ressource. Là, il y a moyen, on a mis un lien pour faciliter la vie aux gens là, qui désirent se procurer des billets. Et le 22 janvier, ça va être le Télé-Radioton. Donc, c'est qui les invités pour cette 26e édition? Bien, en fait, les invités sont ceux du show du 14 janvier. Okay. C'est ça, la captation se fait le 14 janvier et le 22 janvier. Étant donné notre grand territoire, on couvre tout le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, les îles de la Madeleine. Donc, le 14 janvier, le spectacle sera capté et rediffusé en Télé-Radioton le 22 janvier. Donc, tout le monde pourra profiter là, du spectacle qu'il y aura eu ici à Rimouski le 14. Oui, fait que ceux qui ne peuvent pas aller au spectacle, au moins, vont pouvoir le voir là, à la diffusion du télé. Exactement. Du Télé-Radioton. Là, tu me parles un petit peu de l'équipe de production. C'est qui les partenaires là, cette année pour le Télé-Radioton? Bien, en fait, notre partenaire majeur est toujours Megasan. Ils sont là depuis les tout débuts de la ressource a commencé il y a 26 ans. Ils sont encore avec nous cette année. Il y a l'agence Ambassade qui nous donne un bon coup de main. Il y a l'agence G également qui va faire la captation là, tout au long de la soirée qui va être du 14 janvier pour pouvoir ramener ça vers un Télé-Radioton le 22 janvier. Donc, puis on a bien sûr tous nos valeureux bénévoles là, qui vont être là durant tous ces 2 week-ends-là, en fait. C'est sûr que là, l'objectif, c'est une campagne de financement, donc c'est de ramasser de l'argent. Quel est votre objectif cette année? L'objectif est à 300 000 $, même si on sait que l'an passé, on a eu vraiment une année record. C'était notre 25e, c'était particulier, c'est certain. On avait terminé avec 380 000 $. Cette année, on est revenu quand même à notre objectif de 300 000 $, tout en étant très réaliste. On comprend le contexte économique, on comprend que c'est pas facile, là, puis il y a tellement de bonnes causes, puis plein de gens qu'on veut tous aider. Donc, le conseil d'administration de la ressource là, a ramené l'objectif qu'on avait l'an passé, en fait, à 300 000 $. Et oui. Et là, l'argent ramassé va servir comment? L'argent qui est ramassé dans chacun des secteurs est redistribué dans le secteur où il est récolté, bien sûr, mais c'est par différents services. Donc, la ressource est là. On apporte de l'aide financière pour de l'achat d'équipements spécialisés. Quand les gens ne correspondent pas aux critères d'admissibilité du réseau de la santé, mais qu'un professionnel dit, bien, moi, je considère qu'il y en a quand même besoin pour garder sa participation, garder son autonomie. Donc, il nous les réfère ici à la ressource. On apporte aussi du soutien pour des cartes de vacances, pour des loisirs, pour du répit aux familles. Je vous dirais que c'est assez large, la gamme de services qu'on offre. Ce qu'on fait, c'est de vouloir vraiment s'adapter aux besoins des gens plutôt que ce soit l'inverse, que les gens soient obligés de s'adapter dans un cadre très rigide. C'est pour toutes les formes de handicap de la naissance jusqu'au tombeau, si on veut. Il n'y a pas juste une sorte de handicap où c'est vraiment toute forme de handicap là, les gens qui sont membres chez nous et qui peuvent recevoir notre aide. Bien sûr, on fait aussi beaucoup de défense de droit. On travaille en collaboration avec les autres organismes du milieu afin de faire entendre la voix des personnes handicapées puis de pouvoir faire comprendre
aux grands de ce monde les besoins qu'ont les personnes handicapées. Oui, tout à fait. Thérèse Sirois, merci beaucoup. Vous êtes directrice générale de la ressource d'aide aux personnes handicapées. On vous souhaite bonne chance avec ce Télé-Radioton pour ramasser le plus d'argent possible parce que votre travail est très important auprès justement des personnes avec des limitations physiques et intellectuelles. Et merci infiniment de votre soutien. Donc, je veux juste rappeler que le Télé-Radioton sera diffusé sur nos ondes sur le canal 4 de Cogeco dimanche le 22 janvier à 14 h après notre bingo. Ben, je le dis bonjour aux trois en même temps. Ouais. Puis moi, quand je fais mon intro, je suis tout seul. C'est bon. Je vais être tout seul, de toute façon, quand je fais mon intro. OK, parfait. Je comprends que Puis quand je vais dire bonjour les trois, tu peux... Je sais pas ce que tu vas faire. Je vais me faire une idée de comment je vais aiguiller ça. Parfait. Quand vous êtes prêt. Parfait. Fait que sais-tu commencer? Ouais. On est présentement dans la campagne de financement de Centraide Bas-Saint-Laurent. L'argent amassé permet la réalisation de la mission de Centraide, soit de soutenir les organismes de la région. Pour nous entretenir sur la campagne de financement, je reçois en vidéoconférence Atokchawe Lawin Oré, directeur régional de Centraide Bas-Saint-Laurent, et Carl-Hugo Pelletier, qui est coprésident de la campagne 2022. Je reçois en studio Nani Godet, qui est directrice de l'organisme Rayon de partage en santé mentale, pour nous parler du rôle de Centraide Bas-Saint-Laurent envers les organismes de la Matapédia. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler justement du rôle de la mission de Centraide Bas-Saint-Laurent pour les organismes de la Matapédia. Je vais commencer tout d'abord avec vous, Atokchawe Lawin Oré. Vous êtes tout nouveau en poste comme directeur régional, donc on ne vous connaît pas beaucoup. Ça peut, comme je mentionnais, ça fait peut-être que vous êtes en poste. Pouvez-vous vous présenter un petit peu? Ben, moi, c'est Atokchawe Lawin Oré. Je l'ai mal prononcé. Hein? Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Tu ne seras pas le premier, Marc. Donc, moi, c'est Atokchawe Lawin Oré. Je suis le directeur régional de Centraide Bas-Saint-Laurent depuis août dernier. J'ai intégré la grande famille de Centraide, que je connaissais déjà depuis à peu près 4 ans parce que j'ai travaillé dans le monde de la philanthropie les dernières années. Je connais quand même bien le milieu. Donc, c'est quand l'occasion s'est offerte de pouvoir contribuer davantage à la communauté où je me suis établi depuis 2018, ben, j'ai sauté dans le bateau et ça fait que je suis en ce moment avec vous pour parler de la mission de Centraide, de la campagne de Centraide. Et c'est quoi le rôle du directeur régional? Alors, le rôle du directeur régional, c'est de faire en sorte que la campagne en Centraide soit bien menée, que l'ancrage de Centraide au sein de la communauté soit bien mené, de s'assurer que l'ensemble des fonds qui vont être amassés pendant la campagne soient redistribués adéquatement au sein des organismes associés, parce que on s'entend que nous, à Centraide, c'est la mission qu'on finance. Donc, quand on veut soutenir un organisme, on veut s'assurer que l'argent va être vraiment destiné à la mission. Donc, le rôle du directeur, c'est ça, c'est de travailler avec un bassin de personnes extraordinaires, comme vous avez autour de la table, des coprésidents, des directeurs d'organismes et plein d'autres personnes qui nous permettent de pouvoir atteindre nos objectifs et ultimement avoir une communauté tissée serrée. Parfait. Bon, tout à fait. Voir au bon déroulement des choses et la bonne distribution de l'argent. Justement, on va parler de cette campagne de financement avec Carl-Hugo Pelletier. La campagne a commencé. Je sais qu'elle achève très bientôt. Mais qu'est-ce qui a été fait jusqu'à maintenant là, au niveau de cette campagne de financement? En fait, on a plusieurs volets là, par rapport à la grande campagne. Là. Premièrement, on a dans les entreprises, entre autres, les gens peuvent des fois avoir un programme qui donne à chacun de leur paye, etc. C'est un des éléments qui est le meilleur en tant que tel parce que c'est une récurrence année après année, puis que les gens contribuent toute l'année et pas juste dans un moment de l'année. On a aussi, les gens peuvent donner aussi un don, personnellement, donc à leur choix, et aussi les dons corporatifs. Alors, c'est 3 avenues qu'on a pour la grande campagne. Ce qui a été fait actuellement, bien écoutez, c'est sûr que
on a la chance à Centraide d'avoir un grand rayonnement. On a plusieurs... En fait, on soutient 50 organismes dans la dernière année, mais on a aussi des ambassadeurs qui sont présents dans les milieux, que ce soit dans des milieux scolaires, dans des milieux d'entreprise, dans des milieux qui sont en rapport avec les associations, qui nous aident justement à faire la promotion de Centraide et l'importance surtout de donner à Centraide parce que il faut se le dire, là, on n'a pas tous la même chance dans la vie. Là, et Centraide est là principalement pour justement aider là, tout ce qui est plus pauvreté, on va dire ça comme ça. Là. Alors, mais tu sais, somme toute, la beauté de donner à Centraide, c'est qu'on ne donne pas à quelqu'un spécifiquement, c'est qu'on donne à quelqu'un qui s'occupe d'aider réellement les gens dans divers secteurs. Donc oui, divers secteurs géographiques, mais aussi divers secteurs de besoins là, qui peut correspondre justement à la région. Fait que c'est très important. Fait qu'on travaille très fort actuellement pour ramasser un maximum de sous cette année dans la grande campagne parce qu'on veut toujours en donner plus année après année. C'est ce qui compte ultimement. Là. Mais je pense que la grande campagne se termine bientôt. La grande campagne se termine techniquement à la fin du mois, mais on la prolonge un petit peu là, vers le mois de janvier parce qu'on le sait, le temps des fêtes arrive et des fois les gens s'engagent à faire certains dons qui se réalisent certainement plus dans le mois de janvier. Mais ultimement, même si on profite de la grande campagne pour faire vraiment un push, comme on dit, là, pour avoir le plus de sous possible dans une courte période de temps, il reste quand même qu'il y a beaucoup d'initiatives qui se créent durant cette grande campagne-là, qui doit justement se réaliser un petit peu plus tard, là, le reste de l'année. Oui, puis d'ailleurs, on a vu, il y a eu dernièrement la campagne les biscuits, les petits, les gâteaux, les galettes, c'est ça, les galettes. Il y a toutes sortes de campagnes un peu partout dans la région. C'est ça qui est important. C'est que dans la vallée, on va avoir des gens qui vont nous aider, qui vont justement, comme les biscuits et les gâteaux, c'en est deux. Puis dans d'autres secteurs de la région du Bas-Saint-Laurent, c'est d'autres choses qui vont être faites. Fait que chacun va un petit peu à sa façon pour être capable justement de contribuer à Centraide. Puis c'est la créativité qu'on cherche pour les gens qui veulent nous appuyer là-dedans. Et justement, l'argent qui va être... mais c'est quoi votre objectif, d'ailleurs, cette année? Combien vous vouliez ramasser? Calego, tu me permets? Même si je suis un gars de chiffre, je te permets pareil. Mais l'objectif principal, c'est de pouvoir davantage redonner à la communauté. Comme disait Kyle tantôt, de pouvoir soutenir les organismes du territoire. Les besoins sont de plus en plus grandissants. On a un objectif qu'on a nous personnellement, qu'on garde en tête, qu'on ne dévoile pas forcément. Mais c'est au moins de pouvoir faire comme l'année dernière sinon plus, et de redonner davantage aux organismes de notre communauté. Et vous aidez beaucoup d'organismes. Alors l'argent, comment vous redistribuez ça? Comment ça fonctionne? Cal, vas-y. En fait, c'est que la façon que ça fonctionne, c'est que les organismes font une demande à Centraide pour recevoir des sous. Puis il y a un comité qui s'occupe, qui s'appelle le CARO, qui s'occupe justement de faire le choix des organismes pour donner, parce que c'est un processus qui est très rigoureux. Fait que c'est vraiment une excellente question. Parce que ce n'est pas parce qu'on donne à Centraide que l'argent va être nécessairement saupoudré partout. Okay? On s'entend là qu'il y a des organismes qu'on pourrait donner un petit montant d'argent puis que ça ne sera pas suffisant. Fait qu'il faut donner plus. Fait qu'à un moment donné, c'est pour ça qu'on va aller chercher le maximum de sous pour pouvoir soutenir adéquatement ces organismes-là. Ils sont choisis rigoureusement pour justement s'assurer, parce que les gens qui font des dons s'attendent à ce que ça soit bien redonné. Alors, on ne peut pas redonner à un organisme qui se créerait, exemple, un petit moment, puis qu'après ça serait terminé. On regarde une pérennité, on regarde vraiment l'impact qu'il y a dans son milieu. Fait qu'il y a vraiment des critères très, très précis. Donc, pour s'assurer que l'argent va au bon endroit et que justement, il y ait un très, très bon appui selon les secteurs et selon les besoins. C'est ça. On parlait des organismes que vous aidez. Comme j'ai mentionné au début, j'ai Nani Godet qui est avec moi de Rayon de partage en santé mentale. Bonjour, Nani. Bonjour, Tu fais partie des organismes qui sont soutenus par Centraide Bas-Saint-Laurent. Oui, en effet. Bon, ici, dans la vallée, on est 5 organismes qui reçoivent du financement de Centraide. Il y a nous à Rayon de partage, il y a Moisson-Vallée, il y a le Centre d'action bénévole, les Grands Amis, puis le Centre Éclosion à Cause Abscale. Et comment ça marche, l'association avec Centraide? Bien, on
ils sont là pour nous aider parce que nous, on participe à la campagne, comme on nommait les galettes tout à l'heure. Bien, les galettes, c'est une initiative de Rayon de partage et du Centre d'action bénévole. Centre d'action bénévole qui ont depuis longtemps fait la galette. Puis nous, dernièrement, on a ajouté une petite pensée sur la galette parce qu'on travaille en santé mentale puis on veut faire du bien aux gens. Fait qu'on nourrit et le bedon et la santé mentale, finalement. Bien, c'est pour une bonne cause aussi. On dirait que les gens donnent plus quand il y a quelque chose en échange. Ça se peut-tu? Oui, oui. Puis ça leur rappelle aussi que Centraide est là, Centraide est dans le milieu. Puis on participe aussi à des campagnes, à des témoignages aussi en entreprise. Fait que si, en collaboration avec Centraide, des fois, il y a des entreprises qui disent, bien, on aimerait ça voir quelqu'un qui est dans votre milieu, quelqu'un qui a bénéficié de vos services dans l'organisme. Fait qu'on se déplace avec quelqu'un pour faire un témoignage de vie. On en a fait un dernièrement, puis ça a été très touchant parce que la personne a démontré qu'avec le soutien de Rayon de partage, bien, elle a réussi à vivre mieux, puis à reprendre ses activités, puis à cheminer. Fait que ça a été très touchant. Bien, j'en doute pas. Fait que là, les galettes, c'est une activité matapédienne. Est-ce qu'il y en a d'autres qui s'en viennent? Ou... Bien, il y a Moisson Vallée qui ont fait aussi des pâtés, qui ont vendu des pâtés. Fait que, tu sais, il y a déjà eu du porte-à-porte, mais bon, on sait que la pandémie a quelque peu modifié les choses. Mais il y a plusieurs, comme c'est aux couleurs des régions, ces initiatives-là. Puis Centraide aussi ramasse dans les entreprises. Fait que c'est un travail d'équipe finalement. Puis comme il nommait tout à l'heure, oui, c'est un processus rigoureux. On a des redditions de comptes à rendre. Puis les gens, quand ils donnent à Centraide, bien, ils sont assurés que c'est redistribué adéquatement. Selon les besoins. Oui, en effet. Comme mentionné, vous devez faire une demande pour mentionner c'est quoi vos besoins. C'est ça, c'est ça. Puis, tu sais, dans la vallée, l'année dernière, il y a 110 000 qui est revenu dans la vallée. Fait que c'est, pour 5 organismes, là, c'est un gros montant. Puis pour la vallée, là, il revient beaucoup de sous. Fait que c'est un bel endroit à donner, finalement, là. Oui, c'est ça. Ça nous revient, puis ça aide des organismes. Oui, ça aide des gens. Ça nous aide, nous, à aider des gens. C'est ça. Chez nous, on évite des fois des séjours en psychiatrie, on évite des visites à l'urgence parce que les gens vont moins bien. Tu sais, c'est important, ça, qu'on soit capable de faire de la prévention pour que les gens aient bien, autant au niveau des grands amis, comment ils interviennent auprès des jeunes, c'est vrai, c'est nécessaire. Fait que tout ça grâce aux dons là, faits à Centraide. Et voilà, et voilà. C'est grand. C'est ça, c'est concret. Là. C'est vraiment, là, si on cherche une cause à donner, Centraide, c'est un bon endroit. En effet, parce que le donateur n'a pas à choisir une cause en particulier. Il donne à Centraide, puis ça l'aide plein de causes. Ça va l'aider selon les besoins. Oui, les gens vulnérables, on est là, on s'implique. L'argent va être bien placé, bien distribué. Et voilà, oui. Ce qui est important de retenir aussi, là, si vous me permettez, là, c'est que les causes, c'est tout le temps bon de donner à toutes les causes, ça c'est certain. Tu vois, il y a des causes qui sont plus populaires, que peut-être des fois ont plus de moyens pour faire de publicité, etc., etc. Ce que Centraide appuie, c'est justement les organismes qui n'ont pas nécessairement la capacité pour faire une énorme publicité. Donc, c'est vraiment des organismes qui ont encore plus besoin que jamais, hein, parce que eux autres, là, justement, par des fois des structures qui sont un peu plus petites, bien, ça dit, je sais, tiens, je peux pas aller. Les gens ils se lèvent pas un matin pour dire, je vais aller faire un don à cet organisme-là. Fait que Centraide est là pour ça. Alors, c'est l'avantage que Centraide a d'accumuler les dons des régions, de tout le monde, puis les gens qui ont vraiment besoin, puis que ça peut faire vraiment la différence, bien, ils vont les recevoir, ces sous-là de Centraide. Alors, c'est vraiment une cause qui pourrait devenir le premier choix de bien des gens. Mais si je veux ajouter quelque chose, ajouter plus à monsieur, ce que dit M. Pelletier, on dit que les causes populaires ne sont pas forcément populaires, si je peux me permettre. Mais c'est d'autant plus perspective parce que il y a personne ce matin qui a rencontré une personne qui lui a dit qu'il a hébergé une personne dans son cabanon parce qu'il y a une crise de logement et que cette personne avait besoin de dormir. On n'en entend pas parler. Ça ne veut pas dire que le problème n'est pas réel, ou on ne voit pas dans la rue des gens qui sont en train de mendier, de quêter de l'argent. Ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas dans une situation problématique. Ça existe. Donc nous, à Centraide, on a un réseau
sur le terrain qui nous permet de savoir que ces besoins-là sont réels, ces besoins-là existent et il faut les soutenir. C'est la beauté de donner à Centraide. On ne voit pas les causes populaires, mais nous, on les voit à Centraide et on peut les soutenir adéquatement. Oui, on donne, mais c'est pour plusieurs organismes, c'est pas juste un en ce moment. Exact. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un voulait rajouter quelque chose? Si je veux rajouter quelque chose, oui, notre campagne va s'achever bientôt, mais on peut continuer de donner à Centraide tout au long de l'année. Oui. Il suffit tout simplement d'aller sur notre site Internet, de cliquer sur faire un don. Il y a plusieurs possibilités pour faire un don à Centraide, ou si vous n'arrivez pas à le faire, appelez-nous. Vous aurez toutes les informations sur notre site Internet qui vont nous permettre de vous accompagner à faire votre don. Parfait. Oui, puis moi, j'ajouterais que pour Amqui, si quelqu'un est ici à Amqui et qui dit, ben moi, je voudrais faire mon don en argent, bien, on peut se déplacer à Rayon de partage. Puis nous, on a une entente avec Centraide que c'est nous qui faisons les dépôts en argent pour la vallée de la Matapédia. Fait qu'ils peuvent nous appeler à Rayon de partage pour leur dire à quel moment venir nous porter leur nom, ou on ira le chercher chez eux. On peut faire encore du porte-à-porte. Tout est possible. Si quelqu'un veut donner, tout est possible. On arrange quelque chose. Bien, merci beaucoup à vous trois d'avoir accepté l'invitation de s'être entretenus pour cette belle cause qui est Centraide, qui vient aider plusieurs personnes à plusieurs niveaux. Merci beaucoup. Merci Marc. Bonne journée. Merci. Merci Calugo. Merci Nani et passez une très très bonne journée. Merci. Donc, juste pour faire un petit rappel, si vous voulez faire un don ou vous voulez suivre les activités de Centraide Bas-Saint-Laurent, vous vous rendez soit sur la page Facebook Centraide Bas-Saint-Laurent ou sur le site Internet centraidebsl.org. C'est le moment de la Minute de l'humour avec... Quand on boit de l'alcool, on devient alcoolique. Si on boit du rhum, on est romantique. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Le ministère de la Santé et des Services sociaux a déployé le réseau d'éclaireurs pour répondre aux besoins découlant des répercussions psychosociales de la pandémie. Pour mieux comprendre cette initiative, je suis en compagnie de David Casey, qui est formateur et intervenant au réseau d'éclaireurs Bas-Saint-Laurent, et de Pascal Rioux, qui est directrice générale au Centre d'action bénévole et membre du comité de proximité de la MRC de la Matapédia. Bonjour à vous deux! Bonjour Marc. Ça va bien? Oui, merci. Oui. Donc, tout d'abord, expliquez-nous c'est quoi ce projet, là, les éclaireurs? Comme tu as dit, Marc, ça vient du ministère de la Santé et des Services sociaux qui a décidé de déployer ça au niveau provincial, mais en permettant à toutes les régions du Québec et sous-régions de mettre une couleur régionale. Parce qu'il y a beaucoup de services qui sont davantage dans notre MRC et qui ne sont pas nécessairement les mêmes choses partout au Québec. Il y a des particularités. Donc, le projet, oui, il découle de la pandémie. Là, on est en post-pandémie, ce qui demeure aussi plutôt pour la santé mentale. Donc, c'est pas nécessairement périn. C'est périn, mais pas nécessairement à cause de la pandémie. Donc, c'est vraiment pour l'ensemble de la santé mentale de la population. OK. C'est sûr que là, la pandémie, ça peut être forcé l'ajout de ce service-là, mais... C'était le premier objectif. Oui. OK, tout à fait. Et puis, bon, comment c'est implanté ici? C'est implanté partout au Québec, mais dans la vallée de la Matapédia, c'est implanté comment? Bien, on a une équipe de proximité, d'où la présence de Pascal. Puis, le comité de proximité déploie selon les besoins des gens de la région. Donc, si on a davantage de besoins à faire des activités, que Pascal va vous parler plus tard, dans certains types d'activités, on a le choix de le faire à notre façon, nous, dans notre MRC. Il y a certainement un volet qui demeure quand même plus
semblable partout au Québec parce que la santé mentale, des premiers soins psychologiques, c'est la même chose. On ne peut pas réinventer la roue. C'est la même chose partout au Québec ou pratiquement. Donc, il y a quand même une base qui demeure la même. Là, vous parlez d'activités. Ça ressemble à quoi les activités qui sont organisées? On a, exemple, offert des galettes Centraide à des gens, autant à Soupe Populaire que d'un panier que Moisson donne, que les gens qui reçoivent la popote roulante, que les travailleurs de rue ont eu à en offrir à leurs gens qui croisent dans la rue. Fait que ça a été une première action qu'on a faite dernièrement. Fait que peut-être vous avez eu la chance d'en manger une. Oui, oui. On a eu aussi les chorales là, qui vont se réaliser bientôt. C'est une chorale de gens bénévoles qui s'est fait ici, puis ils vont aller visiter 4 centres de personnes âgées. Durant l'été, on avait embauché 2 musiciens qui ont été dans des résidences. Fait qu'on touche autant aussi avec les jeunes. On a offert un magicien à Polyvalente. Je sais qu'il est allé à Amqui, je pense qu'il est allé dans les 2 autres polyvalentes aussi. Puis il y a de la zoothérapie. Fait que les sous servent à payer des bonnes actions, servent à aider les gens à passer une belle journée. C'est ça notre objectif, tout ça. Okay. Et puis, à travers tout ça, c'est quoi le rôle de l'éclaireur? Parce que dans le fond, le rôle des personnes qui travaillent là, on les appelle les éclaireurs. Bien, il y a le volet faire des activités, puis qui s'adresse à monsieur, madame, tout le monde. On n'a pas besoin d'être éclaireur nécessairement pour participer aux activités ou et tout ça. Par contre, un éclaireur, on les forme. Et l'éclaireur, c'est l'objectif, c'est de comprendre, de bien prendre soin de nous-mêmes, de notre santé mentale, pour être capable de prendre soin aussi de la santé mentale des gens qui nous entourent dans la société. Donc, mieux on va personnellement, plus on va être en mesure d'aider aussi les autres gens. C'est d'être bienveillant, d'avoir une attitude positive envers les autres. C'est un peu l'objectif de l'éclaireur, mais c'est aussi de ne pas nécessairement prendre tout sur nos épaules, hein, que ce soit notre entourage ou au niveau professionnel dans notre travail. Donc, l'objectif aussi, c'est de comprendre que les éclaireurs doivent référer les gens en détresse psychologique. Premièrement, les détecter, parce que des fois, les signes ne sont pas évidents. Des fois, c'est beaucoup plus simple. Des fois, c'est moins évident. Donc, être capable de détecter la détresse psychologique et de savoir où bien référer les gens au bon organisme, à la bonne personne. Il y a des organismes ici dans notre région qui offrent des services, donc on peut les référer là. Par contre, des fois, il y a des ressources qui sont plus bas-laurentiennes ou même provinciales, comme certaines lignes d'écoute, par exemple. Donc, il y a les gens aussi, des fois, qui peuvent choisir un organisme ou un autre qui offre un peu les mêmes services. Donc, c'est tout ça qu'on essaie d'apprendre aux éclaireurs. Et aussi, ne pas causer de tort dans nos actions. Donc, d'être relativement prudent, bienveillant là-dedans. Une des analogies que je donnerais, c'est que les premiers soins psychologiques, c'est un peu comme le pendant du RCR aux premiers soins physiques. C'est-à-dire qu'on ne devient pas médecin de devenir éclaireur, comme on ne devient pas en premiers soins physiques. Par contre, on peut aider davantage et on peut être un petit peu plus outillé pour faire face à certaines situations et surtout savoir comment bien réagir dans ces situations-là. Mieux comprendre les signes et mieux les voir aussi. Dans un premier temps, effectivement, mais après ça, comment réagir avec ces signes-là également. C'est-à-dire là, vous travaillez en collaboration avec pas mal tous les organismes qu'il y a dans la région. Oui, on est un beau comité. Je vous fournirai les noms qu'on pourra mettre à l'écran tantôt. Le comité, on a vraiment été là, nous, pour dire qu'est-ce qu'on veut qui arrive dans la vallée. Fait qu'on avait un comité vraiment pour trouver qui qu'on veut qui soit formé. Tu sais, on a pensé autant aux coiffeuses, aux esthéticiennes qu'aux garagistes. Là. Tu sais, on se dit, on ne sait pas qui peut croiser quelqu'un. Fait qu'on a vraiment sorti des listes de métiers, sans que ce soit un nom, des métiers, puis on va approcher ces gens-là pour leur dire, vous n'auriez pas le goût de suivre ça, ça pourrait juste... Puis on est là aussi pour trouver les activités, qu'est-ce qui fait du bien. On écoute les gens, oh là, telle clientèle, ils ont des besoins. Bon, bien, comment on peut aller les aider, ces gens-là? Et ça a commencé quand? Ça a commencé quand, tout ce projet-là? Le projet a commencé il y a environ 1 an ici au Bas-Saint-Laurent. Ça fait quand même 1 an et demi et un peu plus que c'est en voie d'implantation. On a commencé la formation de façon plus intensive au mois de septembre, je dirais. Okay. Donc, on a quand même formé quelques groupes ici dans les MRC, évidemment partout au Québec et au Bas-Saint-Laurent. Mais dans les MRC, les formations sont commencées. On a d'autres décédulés. Donc, on est allé vers des groupes. Par contre, ça s'adresse aussi à des gens, monsieur, madame, tout le monde, des personnes significatives du milieu ou qui sont intéressés aussi par les soins psychologiques, la santé mentale. S'ils veulent s'impliquer, ils peuvent me contacter par courriel ou par téléphone.
Et comme ça, ben, je vais pouvoir former des groupes et former des gens, des citoyens, comme on voulait faire, parce que c'est difficile de rejoindre chaque citoyen qui serait intéressé. Pour les groupes, pour les entreprises, parce que les entreprises, les municipalités, des organismes communautaires qui ont été formés, des bénévoles, donc il y a beaucoup de gens qui peuvent être interpellés par ça. Ça sert autant dans notre milieu de travail que dans notre vie personnelle. Donc, c'est un peu, c'est au quotidien que ça peut nous arriver et dans n'importe quel milieu. Donc, ça s'adresse à beaucoup de monde. Il faut juste être intéressé, puis de désirer d'avancer de façon positive face à ça. Ça, c'est pour devenir éclaireur, c'est ça? Exactement. Ça ressemble à quoi un peu la formation, les notions qu'on vous donne pour devenir éclaireur? C'est moi qui donne la formation. C'est moi le formateur. Oui, c'est ça. Donc, pour la formation, ben, c'est sûr qu'on apprend, on répète des choses à base, c'est-à-dire de faire attention à notre stress, notre anxiété, quand on fait face à une situation, l'autre personne est déjà anxieuse, est déjà stressée ou est déjà en détresse. Donc, nous, de rester calme, c'est une chose à base. Des fois, aussi, on a de la misère, on n'écoute pas bien, donc pas juste entendre, mais de bien écouter. Et après ça, de valider les informations que la personne peut nous donner, parce que si, justement, elle n'est pas dans une bonne période ou elle ne va pas bien, et d'essayer de comprendre où la référer aussi quand le problème devient plus critique. Mais juste d'être à l'écoute des fois, juste d'écouter quelqu'un qui ne va pas bien, ça fait beaucoup de bien pour cette personne-là. Des fois, on apprend aussi dans la formation des petits pas, les plus petits pas possibles, de faire des petites actions. Des fois, ça fait beaucoup plus de différence aux gens qu'on peut le croire à être présent et être bienveillant avec tout le monde. Et là, les formations ici, est-ce que c'est commencé? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà été formés jusqu'à maintenant? Dans la MRC, si on parle juste de la MRC, oui, on est quand même rendu à quelques formations données et à venir aussi. Donc là, je me promène dans les 4 MRC de l'Est du Bas-Saint-Laurent. Donc, on en donne en moyenne 1 à 2 par semaine depuis le mois de septembre et on continue. Donc, il y a quand même quelques formations. J'ai justement été formé les bénévoles du Centre d'action bénévole. Donc, c'était très positif. Les gens reçoivent bien, ils sont contents. C'est des choses de base et des choses aussi qui sont moins évidentes pour les gens, mais qu'une fois qu'on les a bien expliquées en formation, là, ça devient assez cohérent. Les gens peuvent aller donner leur nom aussi pour le devenir, mais est-ce que vous faites la tournée aussi des fois des entreprises? Parce que là, c'est un peu comme je vois, c'est comme quand on forme quelqu'un pour les premiers soins, on aime ça qu'il y ait des gens un peu partout. Est-ce que ça va devenir un peu avoir des gens qui vont intervenir pour reconnaître les signes de détresse? Pas nécessairement. Moi, ça, je te dirais, c'est vraiment, exemple, tantôt, j'ai donné l'exemple d'une coiffeuse qui suivrait la formation, puis qui se dirait, oh, là, je me rends compte, Mme Rio, qui est assise sur ma chaise, elle aurait besoin d'aide. Bien, je peux peut-être y glisser dans ma conversation. Vous savez, Mme Rio, le 8-1 est toujours là. Ou, tu sais, au moins, elle va savoir quoi y offrir. Sans faire l'intervention, elle ne deviendra pas une intervenante. Fait qu'au moins un minimum qu'elle va pouvoir lui offrir pour que... D'avoir le réflexe de dire, tu sembles pas bien aller, puis contacte eux, ils vont pouvoir t'aider, ils vont pouvoir t'écouter. Mais de savoir que des ressources un peu partout, justement, c'est rassurant aussi. Là, parce que des gens en détresse, il y en a beaucoup. Puis avec la pandémie, on paraît de nous mentionner que ça a augmenté. Exactement. Oui. Puis on sent, on lit des fois dans les médias où ils nous disent aussi que les gens sont un peu plus agressifs, des choses comme ça, les manifestations qu'on voit. Donc, c'est à l'écoute de ça aussi. Prendre soin de nous autres-mêmes pour ne pas faire ces actions-là, mais aussi aider les autres à ne pas le faire. Ça, c'est une chose. Vous savez, les éclaireurs, c'est quelqu'un qui veut s'impliquer dans sa communauté, qui veut le bien-être de sa communauté. Donc, c'est un peu ces gens-là qu'on vise aussi. Là. Les gens qui veulent participer et qui ne savent pas comment. Puis là, ils ont un encadrement pour le faire. Un des objectifs importants aussi du projet, c'est de connaître les organismes de notre région. Donc, c'est promouvoir les organismes de notre MRC. Puis comme je disais tantôt, si on les connaît, on va être capable de référer à la bonne place, au bon moment. Et il y a une prévention. C'est vraiment une action préventive. Et quand le problème se gangrène pas aussi, si on consulte un peu d'avance, au lieu de trop tard ou plus tard, et là, il y a une facilité aussi de se remettre sur pied comme personne. C'est un peu ça le rôle d'éclaireur, d'amener la personne à consulter plus tôt que tard.
et que ce soit, je répète, les services dans notre MRC, de bien les connaître. Ça, c'est important pour les gens qui vont venir ici pour référer. Mais il y a des services aussi qui peuvent être bas-laurentiens ou provinciales, parce que toutes les régions ne peuvent pas toutes avoir les services non plus. D'ailleurs, par rapport à ça, nous sortis dans la MRC de la Matapédia, on a des guides avec tous les organismes mentionnés dedans. Fait que les gens ont ça aussi. Fait que on a déjà beaucoup d'outils à ce niveau-là. Puis dans la formation, David remet un beau petit outil, puis il leur envoie un courriel avec plein d'autres. Fait qu'ils sont outillés, là, ça c'est vrai, là. Après, le reste, ils apprennent à travailler avec, puis dire « Oh, à ce moment-là, c'est à tel organisme que je pense, c'est à eux, il faut que je réfère. » Tout à fait. Donc, ce que je comprends, David, c'est toi le formateur, mais c'est toi aussi la référence. Les gens peuvent te contacter s'ils sont intéressés par la formation ou s'ils ont des questions aussi. Effectivement, je vais répondre à toutes les questions. Si les gens m'écrivent, je peux envoyer, si les gens m'écrivent par courriel ou m'appellent par téléphone, ça, je peux donner l'information verbalement, ou je peux aussi envoyer, on a des dépliants qu'on a fait pour le Bas-Saint-Laurent. Il y a des ressources provinciales aussi, des informations aux provinciales. Donc, je vais envoyer ce que les gens demandent et pour publiciser un peu le projet. Bien, David, Pascal, merci beaucoup d'être venu nous parler des éclaireurs. Moi, je ne le connaissais pas beaucoup avant, fait que je trouve ça bien qu'on puisse en parler et le publiciser. Merci beaucoup à toi, Marc. Merci, Marc. Donc, pour obtenir plus d'informations, donc vous êtes intéressé à suivre une petite formation, devenir éclaireur, vous avez tout simplement juste des questions, vous pouvez contacter David Casey au numéro de téléphone 418-896-2267 ou par courriel. On va vous mettre le courriel dans le bas de l'écran, il est quand même long, david.casey.ssss.gouv.qc.ca. Après avoir passé au travers des 2 ans de pandémie, voilà que l'année 2022 subit une hausse du coût de la vie. Malgré tout, Tourisme Gaspésie tire son épingle du jeu avec une autre saison estivale positive. Pour nous faire le bilan de la saison printemps-été-automne 2022, je reçois Joëlle Ross, qui est directrice générale de Tourisme Gaspésie. Bonjour, Mme Ross. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. On a eu encore une saison atypique cette année, mais est-ce qu'on peut dire que Tourisme Gaspésie s'en sort bien? Oui, on avait un peu peur au printemps. Hein? On savait que les frontières étaient réouvertes. On savait qu'on avait été chanceux dans les 2 années de pandémie. L'essence était à son plus haut. Ça nous fatiguait un peu, je vous avoue. Mais finalement, ça a très bien été. Là, quand on compare de mai à septembre, on est au-dessus de l'année passée, puis on est même au-dessus de 2019, qui était l'année de référence. OK, wow. Mais c'était quoi les principaux défis cette année? Bien, c'est le manque de main-d'œuvre, je pense, qu'a joué là, dans la façon de recevoir nos clients. C'est sûr que nous, on travaille à ce que la saison soit plus allongée, que les gens arrivent plus tôt en mai, partent plus tard à la fin septembre. Mais on sait très bien qu'un noyau, là, dans les 2 dernières de juillet, 2 premières d'août, où c'est plus difficile pour nos entreprises de bien recevoir le client, pas parce qu'ils ont de mauvaise volonté, c'est juste parce qu'il manque de monde. Mais je pense qu'ils s'en sont quand même là, très, très bien sortis cette année. Là, vous parliez là, que les résultats étaient mieux que les 2 dernières années. On parle quoi en nombre de visiteurs puis en retombées économiques? Bien, on parle d'autour de 570 000 visiteurs, mais c'est les retombées qui sont plus intéressantes. Puis là, on parle toujours de la période mai-septembre, là, c'est pas l'année complète, mais avec 340 millions de retombées, je pense que ça, c'est un record. Puis c'est ça qui est important, hein? On est mieux d'avoir un visiteur en moins grand nombre, mais qui dépense plus pour nos entreprises. C'est ça qui est encore plus intéressant. Ça fait que c'est plutôt le montant de retombées économiques qui est important pour les entreprises, plus que le nombre de visiteurs. Mais là, tant mieux, on a une remontée des 2 côtés, là. Fait que même comme je mentionnais, avec la hausse du coût, les gens sont quand même venus. Fait que quand même, la Gaspésie est quand même attrayante pour quand même attirer les gens. Moi, je pense qu'ils ont honoré leur réservation. Ils sont venus quand même, mais il y a des choses qu'ils n'ont pas faites. Parce qu'on est des attraits qui sont en baisse. On sait que ça a été difficile aussi dans les restos. Fait que les gens, ils sont venus en Gaspésie, mais ils ont consommé un peu moins dans ces endroits-là. Parce qu'à un moment donné, tu as un budget à respecter, puis quand l'essence en prend une bonne partie, ben veut pas, là,
ça fait partie de l'équation de diminuer les dépenses dans d'autres secteurs. Malgré tout, je vous dirais qu'on s'en est encore très bien sorti. Ce qu'il n'y a pas eu, puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a moins eu de débordements, de gens frustrés parce qu'il n'y avait pas de place. Les gens ont appris à réserver. Même quand ils viennent en Gaspésie, c'est important de le faire. Ils ont appris à réserver, puis à mieux s'organiser. Tu sais, dans le fond, ce qui est important, c'est de réserver ton coucher, t'organiser pour être correct, pour manger. Le reste, là, c'est aléatoire. Là, tu t'organises pour le faire, puis tu joues selon aussi la température. Est-ce qu'il y a des secteurs pour lesquels ça a été plus difficile? Il y a des attraits pour qui ça a été plus difficile. Pourquoi, on ne sait pas vraiment. Mais moi, je pense que c'est vraiment dû à une question de budget là, comme tel. Mais en général, tout ce qui était dehors, plein air, tout ce qui était bord de mer a très, très bien marché. Là. Et donc, là, on donne quoi comme objectif pour la prochaine saison estivale? Bien, d'étaler encore la saison. Je pense qu'il faut inviter nos gens qui sont pas prêts avec le scolaire, entre autres, à arriver plus tôt chez nous, puis à venir aussi en septembre, octobre. Cette année, là, on a eu un super mois de septembre, un super mois d'octobre. Je pense que ça, c'est intéressant. Là, on travaille, bien entendu, sur l'hiver, hein, parce que la neige nous est arrivée plus tôt. Mais malgré que la neige est arrivée plus tôt, le tourisme hivernal arrive plus en janvier parce que lui, il fait ses réservations puis il va être certain d'avoir la température idéale. Fait que le X, c'est toujours le petit bout entre la perte des feuilles et l'arrivée de la neige, je dirais. Puis le bout qui est difficile aussi, c'est avant que les feuilles repoussent dans les arbres, au moment où la neige est tombée. Donc, c'est souvent le mois les mois les plus difficiles, c'est les mois de novembre, décembre, les mois d'avril, début mai. Mais à part ça, là, je vous dirais qu'on travaille à l'étalement les autres mois, justement pour que nos entreprises soient capables de les recevoir sur une plus longue période, donc d'avoir moins de difficultés avec le fait qu'il y a moins de monde pour travailler. Là. Vu qu'on a quand même eu une belle saison estivale, est-ce qu'on peut s'attendre d'avoir quand même une belle saison hivernale? Comment Mais ça à date, s'en on est bien parti, hein? On a la neige, je pense Oui. que c'est ça qui est fun. Ça a très bien répondu aussi. On a recommencé à faire, on a fait le salon consommateur motoneige quad au mois il y a à peu près un mois à Québec et ça augure bien là, pour la saison d'hiver à ce niveau-là. Les gens ont hâte de revenir en Gaspésie, mais c'est sûr que l'hiver, il y a la problématique de faut que les restos restent ouverts, faut qu'il y ait des possibilités de ce côté-là parce que c'est pas en motoneige que tu amènes ton lunch, là. Donc, il faut faire attention à ce côté-là, puis il faut être capable aussi de bien recevoir notre monde qui va venir nous voir cet hiver. Bon, bien, ça veut dire jusqu'à maintenant, tout va toujours bien, même si on a eu des années difficiles, le tourisme Gaspésie se porte bien. Oui, on se porte bien, puis je pense que nos entreprises aussi. Puis on n'est pas, on se plaindra pas, là. La pandémie nous a moins affectés que d'autres régions du Québec. Puis il a fallu s'adapter, puis il a fallu changer bien des choses. Mais je vous dirais qu'il y a des choses qui vont quand même rester. Il y a des choses qu'on fait différemment, puis que c'est mieux comme ça. Puis tant mieux, regardez, on apprend de ces expériences-là, je pense. Oui. Donc, Joëlle Ross, vous êtes directrice générale de Tourisme Gaspésie. Merci beaucoup pour le travail que vous faites pour nous attirer des touristes et travailler à notre essor économique. Merci à vous aussi de m'avoir rencontré ce matin, puis on souhaite que ça soit un très bon hiver. Oui, merci beaucoup. Merci. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. Informatique Barest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. C'est ce qui termine cette édition du 16 décembre d'Info.tvc. J'espère que vous avez apprécié cette émission. Les vêtements que je porte sont une gracieuseté de la boutique Passion Mode située à Cause-Abscale. Ne manquez pas le télébingo ce dimanche à 12h30 qui sera le dernier avant la pause des fêtes. Les cartes à jouer sont de couleur rouge. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous retrouve vendredi prochain pour une édition spéciale Noël d'Info.tvc. Vous ne voudrez pas manquer ça. Bonne semaine.